La grande édition, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient. Voici le sommaire de cette édition. Un calme en trompe-l'œil, Tsahal sur le qui-vive dans la bande de Gaza. Ce matin, un terroriste a été éliminé après avoir franchi la ligne jaune dans le nord du territoire. Chaque incident peut raviver les combats, alors que l'autre défi consiste à enrayer la contrebande d'armes sous terre et dans les airs. Un drone venu d'Égypte a ainsi été neutralisé. Autre élément qui retient l'attention, la restitution ce soir de dépouilles d'otages, 3 corps localisés par la Croix-Rouge et le Hamas. Ce dernier revendique toujours un rôle dans la future gouvernance, ce qui explique sans doute pourquoi le plan Trump est aujourd'hui à l'arrêt. Plus au nord, nous n'attendrons plus l'agacement et la patience épuisée d'Israël. Tsahal élimine 4 membres du Hezbollah, dont un haut responsable de la force Radwan. En cause, les violations répétées de l'accord de cessez-le-feu par le Hezbollah et l'incapacité des autorités libanaises à désarmer la milice pro-Iran. L'armée israélienne menace d'intensifier ses opérations si Beyrouth ne tient pas sa promesse. Détermination affichée et soutien américain apparemment sans faille. Près d'un an après l'accord de trêve, comment se présente le rapport de force? Élément de réponse dans quelques instants. Enfin, notre dossier de la semaine, devinette, je suis un petit émirat du Golfe, grand comme l'Île-de-France. Je possède les 3e réserves mondiales de gaz naturel. Je fais vibrer les fans du PSG depuis bientôt 15 ans. Et puis, j'utilise une partie de ma fortune pour soutenir et financer le Hamas. Vous l'aurez compris, le Qatar et son influence passée au crible par nos experts. Ce soir, nous tenterons de comprendre comment et pourquoi les Qataris sont devenus incontournables à Gaza. Rendez-vous tout à l'heure. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Nouvel habillage, nouveau générique, mais le même ADN, un condensé de l'info en direct sur votre antenne préférée, avec des nouveautés que vous découvrirez évidemment au fil des jours pour mieux déchiffrer les grands enjeux du moment. On va commencer ce soir par la situation évidemment à Gaza. La tension est comme redescendue d'un cran ces jours-ci, quoique pression du Qatar et des États-Unis avec un message, éviter à tout prix une escalade apte à faire voler en éclats le plan Trump. Pourtant, le Hamas tarde toujours à restituer les corps des 11 otages restants, 3 donc ce soir, et les intrusions de terroristes au-delà de la ligne jaune sont quasi quotidiennes. État des lieux tout d'abord avec Chani Guidalia. Tsahal se prépare à recevoir 3 corps d'otages supplémentaires dans la soirée. Près d'un mois après la signature de l'accord, 2 hauts responsables israéliens affirment que le Hamas fait délibérément traîner les choses. Bien que les corps d'Amiram Cooper et de Sahar Barour aient été rapatriés en Israël jeudi, le Hamas continue ses violations du cessez-le-feu et de tromper Israël. Ce week-end, l'organisation terroriste a remis à Israël 3 dépouilles qui n'étaient pas celles d'otages israéliens. Le Hamas peut rapatrier immédiatement et sans difficulté davantage de corps d'otages israéliens. Sa stratégie consiste à gagner du temps, à s'organiser et à nuire aux milices qui ont agi contre lui. Il s'agit d'un acte délibéré. Même si 17 corps ont déjà été restitués, il en reste toujours 11 dans la bande de Gaza, qui auraient dû être rendus à Israël il y a 3 semaines. D'après ces mêmes responsables, les Américains empêcheraient Israël de prendre des mesures radicales et vont même jusqu'à opposer leur veto à des sanctions ou à des actions militaires. En Israël, le sentiment grandit que les Américains contraignent Jérusalem pour ne pas faire échouer le plan de Donald Trump. Le Hamas, qui en est parfaitement conscient, profite de cette attente et continue de gagner du temps. Dans le même temps, il tente de reprendre le contrôle de la bande de Gaza et d'asseoir son autorité. Il a notamment interdit l'ouverture de certains restaurants, arrêté des commerçants du marché noir, exécuté publiquement ses opposants et démantelé les tentes sur la route de Salah al-Din. Le Hamas revendique un rôle majeur dans la période d'après-guerre. Des doutes subsistent quant à la mise en place des prochaines phases du plan, notamment la création d'une force internationale dans la bande de Gaza. Oui, une force hypothétique, évidemment, à l'heure qu'il est. On accueille ce soir nos invités, le général de brigade de réserve, Hanan Geffen. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien commandant de l'unité 8200 des renseignements militaires. Notre expert défense avec nous également. Bonsoir, Mathias Ibar. Mathias, on va commencer avec vous parce qu'on l'apprend à l'instant. La Croix-Rouge se rend donc à Gaza pour récupérer plusieurs cercueils d'otages. On a dit 3 tout à l'heure. 3 dépouilles restituées. Quelque part, le Hamas fait plus ou moins ce qu'il veut, quand il veut. Évidemment, il gagne du temps avec ce retard quant aux rétrocessions de... Et où il veut. C'est-à-dire qu'il s'est filmé tout au long de la journée, le Hamas, en train de creuser notamment un trou où il y aurait eu un tunnel avant cela. Alors on se souvient bien évidemment de la fabrication, de l'excavation de corps. Difficile de savoir si les corps qui ont été extraits aujourd'hui étaient vraiment positionnés ici ou pas.
Il y a eu d'ailleurs beaucoup de guerre psychologique, puisque sans rentrer dans les détails, des cartes d'identité d'une des dépouilles a été dévoilée par le Hamas, et pour des raisons bien évidemment de sensibilité, on ne va pas dire lesquelles, mais on sait combien pour Israël, si jamais il s'agit d'une dépouille en particulier, c'est très important. Et le Hamas qui s'est filmé tout au long de la journée avec des caméras, avec des grues, avec des pelleteuses et des pseudo-opérants qui creusaient. Toujours est-il que, effectivement, pour l'instant, il y a 3 dépouilles qui sont en direction, qui vont être remis à la Croix-Rouge et ensuite remis à Israël. Et on verra bien, effectivement, comment cette journée va se terminer. Est-ce qu'il s'agit véritablement de 3 dépouilles ou pas? En parallèle, le Hamas qui aurait demandé, et ça va vous surprendre, mais je pense que vous allez poser la question aussi à Hanan Geffen, aurait demandé de gracier entre 100 et 200 terroristes qui sont dans un tunnel et qui seraient, par magie, du mauvais côté de la ligne de démarcation jaune David. Et selon le Hamas, ils seraient du côté de Rafah, mais du côté israélien, pas du côté du Hamas. Et elle demande tout simplement à Israël de les gracier. Je peux vous dire que les dernières informations que j'ai obtenues du commandement sud, c'est que ces terroristes sont dans le tunnel et que Israël est en train de fermer tous les accès du tunnel parce que c'est exactement de cet endroit que les terroristes avaient attaqué mortellement des soldats. Donc Israël, quelque part, Hanan Geffen dispose d'une carte avec ces terroristes. Ce serait en échange de quoi? Quels sont les scénarios par rapport à ce qu'a dit à l'instant Mathias Inbar? Si on voit, si on adopte le point de vue du Hamas, le Hamas subit des pressions très fortes pour mettre fin à la question des otages. Alors les jeux auxquels ils jouent, alors bien sûr nous avons raison d'avoir des soupçons quand il s'agit du Hamas, mais ils font l'objet d'une pression très lourde. Il y a des centaines de terroristes qui sont encerclés dans un terrain qui est sous contrôle israélien et ils veulent obtenir la libération de ces terroristes. Mais là où il y a encore plus de pression, c'est qu'Israël contrôle les portes d'entrée du matériel, des machines, mais aussi du matériel médical. Le Hamas veut qu'il y ait un flux libre de ces éléments par le poste frontière de Rafah, et cela, ça n'arrivera pas tant qu'ils n'auront pas libéré tous les corps d'otages. Donc leur intérêt, c'est de rendre ces corps d'otages le plus rapidement. On sait d'ores et déjà qu'il y aura quelques problèmes avec certains corps dont on ignore où ils sont, ou on ne sait pas comment les atteindre. En fin de compte, la conclusion est que le Hamas est pressé de mettre fin à la question des otages. Les jeux auxquels on assiste, ce sont des choses qui sont faites par des éléments locaux. Mais eux, ils veulent, le Hamas, de manière générale, veut mettre fin à cette affaire. Alors le Hamas, Mathias Inbar nous dit, Hanan Geffen tente quelque part d'accélérer les choses. Donc il n'a pas tout à fait la main sur le tempo. Est-ce qu'avec tout cela, avec tout ce qu'on a dit, le plan Trump, pour l'instant, il est au point mort, il est à l'arrêt? Alors le gros problème, c'est que au moment où effectivement le Hamas tente de jouer la guerre psychologique et d'insister sur, par exemple, la grâce de terroristes, ce que Israël refuse catégoriquement. D'ailleurs, il y a 2 problèmes. D'abord, une offensive médiatique de la Turquie qu'il faut saluer. D'abord par Tom Barak, l'envoyé spécial des États-Unis au Liban et en Syrie, qui salue le rôle de la Turquie sur le dossier de Gaza. En parallèle, comme par hasard, puisqu'on salue le rôle de la Turquie et que la Turquie est proche du Hamas, le Hamas estime vouloir absolument son mot à dire sur la construction d'un nouveau leadership à Gaza. Ça va de pair, David. Et en quelque sorte, les États-Unis sont en train d'être pris au piège par le Hamas et par la Turquie, puisqu'ils savent très bien que l'administration Trump veut aller jusqu'au bout de cet accord et qu'on répétera jamais assez que si cet accord va jusqu'au bout, il est positif pour Israël. Et donc, pour l'instant, on est véritablement en train de vivre des heures particulières concernant
cette élaboration. Et on comprend pourquoi ça peut durer longtemps, ce petit jeu, effectivement, des violations et des mini-ripostes et puis des restitutions au compte-gouttes. Vous restez avec nous tous les deux, Hanan Geffen, Mathias Inbar, autre front presque en symétrie et qui s'est nettement réchauffé ces derniers jours. On parle du front nord avec évidemment le spectre d'une nouvelle confrontation majeure entre Israël et le Hezbollah. Les derniers développements, d'abord, direction la région proche tout de suite de la frontière israélo-libanaise. Bonsoir Stéphane Goldin, notre envoyé spécial. Stéphane, retour avec vous. Bien sûr, ces dernières heures, Tsahal a ciblé des positions du Hezbollah. À la clé, plusieurs terroristes éliminés. C'était ce matin. Bonsoir David. Effectivement, Tsahal a opéré au sud Liban et elle opère depuis maintenant plusieurs jours au sud Liban. Elle a éliminé au petit matin 4 terroristes, dont un qui était responsable, je dirais, du commando du Hezbollah, qui s'appelle le commando Radwan. Et cette personne était là justement pour restructurer le Hezbollah au sud Liban, pour faire de la contrebande d'armes, donc amener des armes au sud Liban. Alors les forces de Tsahal attaquent essentiellement au sud Liban, dans la Bika libanaise et dans la montagne du Chouf. Donc on voit très bien, ce sont des positionnements du Hezbollah qui sont touchés, avec évidemment une grande question: comment ça se fait que le Hezbollah n'arrive pas à être démilitarisé? Et là, c'est toute la question qui se pose, parce qu'on voit très bien que le Hezbollah continue à maintenir une pression sur le gouvernement libanais, continue à se reconstruire, pour dire clairement les choses, et c'est toute la question pour la sécurité du nord d'Israël qui va devoir se poser. D'où, depuis maintenant quelque temps, un transfert des troupes israéliennes vers la frontière entre le Liban et Israël pour justement resécuriser le nord d'Israël. Donc on en saura un peu plus, évidemment, dans les heures, dans les jours qui viennent. On verra comment, d'ailleurs, le Hezbollah va riposter à ces attaques israéliennes qui maintenant ont lieu pratiquement une fois par jour depuis pratiquement plus d'une semaine. Donc c'est ça, Stéphane, le constat de Tsahal, il est simple: le Hezbollah accélère sa reconstruction ces jours-ci, sans doute avec l'appui de son parrain, l'Iran. Effectivement, David, il faut voir les choses et dire les choses clairement. L'Iran est toujours derrière le Hezbollah et l'Iran continue à aider le Hezbollah dans sa reconstruction. Le Hezbollah n'a pas déposé les armes et le Hezbollah ne veut pas déposer les armes. Elle s'oppose concrètement en menaçant Israël et en menaçant même le gouvernement libanais s'il devait y avoir un dépôt des armes. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le Hezbollah, c'est 40 000 hommes, 40 000 terroristes, quand l'armée libanaise en a 60 000. Il faut savoir que la solde d'un terroriste du Hezbollah, c'est $2 200 en moyenne, quand la solde d'un soldat libanais, c'est à peu près $275. Il faut comprendre qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas d'électricité au Liban, et actuellement le Hezbollah réinvestit vers ces points-là. Mais il faut savoir aussi que le Hezbollah a toujours dans les mains entre 15 000 et 20 000 roquettes et missiles. Donc attention, on verra comment les choses évoluent, mais on voit très bien que le Hezbollah, comme le Hamas d'ailleurs, ne veulent pas déposer les armes. Voilà, problème de volonté et de capacité, on le comprend bien, de la part du Liban pour désarmer le Hezbollah. Merci beaucoup Stéphane Goldin, en direct ce soir du nord d'Israël. Alors important de bien comprendre comment les événements des dernières semaines ont exacerbé les tensions le long de cette frontière nord. Depuis le cessez-le-feu de novembre 2024, le Hezbollah, sans grande surprise, a entrepris des efforts de reconstruction, on le disait, appuyés par l'Iran. Objectif: préparer la revanche suite à l'affront de l'opération Leaper et l'élimination de Hassan Nasrallah. Quant aux promesses de désarmement, bien plus grand monde n'y croit vraiment. Petite chronologie, Christopher Baroul. C'était il y a un an, le 27 novembre 2024. Après plus d'un an d'affrontements, un cessez-le-feu est annoncé entre Israël et le Hezbollah. L'accord prévoit que l'organisation terroriste se retire au nord du fleuve Litani et Israël s'engage à se retirer du sud Liban en fonction de la progression des soldats libanais. Malgré cet accord, le Hezbollah ne cesse pas ses activités terroristes. Les partisans de l'organisation libanaise sèment même le chaos dans la capitale. Des rassemblements sont alors dispersés par les forces de l'ordre local. Nous, la résistance, avons un message contre l'occupation américaine et contre l'interférence américaine. Nous, le peuple résistant et les fils des martyrs, les blessés et les combattants, disons à l'ennemi américain et à l'ambassade du terroriste que nous ne serons pas humiliés. C'est un message important aujourd'hui, que tout le monde sache que personne ne peut humilier le peuple de la résistance. Plus au sud, le Hezbollah affirme s'occuper de la reconstruction des villes et villages détruits durant la guerre. Mais selon des analystes, et malgré la confiance accordée par Washington à Beyrouth pour désarmer le Hezbollah, cette reconstruction ne serait qu'une façade. Nous estimons avec une quasi-certitude que la campagne de reconstruction civile du Hezbollah sert de couverture à la présence et aux activités des membres des gardiens de la révolution islamique, dont l'objectif est d'aider le Hezbollah.
De plus, cette activité de reconstruction civile sert également de couverture à la reconstruction de l'infrastructure militaire du Hezbollah. L'implication de l'Iran au Liban se fait d'ailleurs au grand jour. En juin 2025, le ministre iranien des Affaires étrangères est en visite officielle au Liban. Concernant la reconstruction du Liban, les entreprises iraniennes sont prêtes à participer à l'effort. Et si le gouvernement libanais est intéressé, cela passera par le gouvernement libanais. Le mois dernier, c'est le Figaro lui-même qui révèle l'implication directe de la force Al-Quds iranienne dans la réorganisation du Hezbollah. Le Hezbollah a payé un prix lourd, mais il n'est pas détruit. Sous l'égide des Iraniens, une nouvelle génération de 2e ou 3e rang est montée dans la hiérarchie. Elle a pris la place d'une caste parfois corrompue. Face à toutes ces violations du cessez-le-feu, Jérusalem a haussé le ton aujourd'hui. Israël Katz a accusé le président libanais de traîner des pieds et de jouer avec le feu. Effectivement, faire comprendre au pouvoir libanais que le pays du Cèdre a tout à perdre en laissant le Hezbollah se réarmer. Alors Hanan Geffen, au vu de ce qu'on a dit, le prochain round se rapproche visiblement. Ce n'est pas si, mais quand, vous diriez ? Oui, nous sommes dans une situation très particulière. Et si on suit l'émissaire américain Tom Barak, je dirais que jusqu'en septembre, il pensait que le problème serait résolu de manière interne au Liban. Que le président libanais, le président Aoun, réussirait à faire fonctionner l'armée libanaise pour faire causer que le Hezbollah dépose les armes. Et il y a eu une détérioration de la situation depuis 7 ans. Aujourd'hui, il est très pessimiste. Et dans les médias arabes et libanais, Tom Barak dit que le gouvernement libanais est un gouvernement qui échoue dans tous les domaines économiques, mais aussi militaires. Et ils ont fait venir le chef des renseignements égyptien qui a rencontré le Premier ministre à Jérusalem et s'est rendu ensuite au Liban pour rencontrer le président libanais pour essayer de les convaincre, leur dire que leur conseiller de parvenir à des ententes avec Israël, qu'Israël peut accepter un cessez-le-feu de 3 mois et qu'il s'occupe de démanteler le Hezbollah au sud du Litanie et ensuite Israël pourra évacuer les positions qu'il occupe aujourd'hui dans le sud du Liban. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que le gouvernement libanais et l'armée libanaise ne sont pas capables de faire quoi que ce soit. Personne d'autre n'en est capable. Et les Américains ont fait savoir au Liban que les seuls qui sont capables de faire quelque chose, eh bien, c'est l'armée israélienne. Aussi bien l'ambassadrice Ortega que Tom Barak ont dit les Israéliens, nous ne les arrêterons pas. C'est le message adressé par les Américains aux Libanais. Donc, si on parle de l'avenir, il n'y a aucun processus en vue qui puisse empêcher une confrontation. Le Hezbollah est déterminé, les Libanais sont impuissants, d'où la situation actuelle. Alors c'est ça Mathias Inbar, impuissance du Liban, côté israélien on a bien compris qu'il n'y a aucune confiance sur le désarmement du Hezbollah. Avec ça on peut se dire qu'Israël va aller de l'avant, surtout avec l'appui américain. Visiblement c'est pas tout à fait pareil qu'à Gaza, là il y a vraiment un feu vert de Washington. Effectivement, et Stéphane avait combien raison de dire il y a quelques instants que le modèle du Hezbollah c'est exactement celui qui ne doit pas être reconduit ou reconstruit dans la bande de Gaza parce que aucun des deux groupes terroristes ne veut désarmer. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous faisiez le 25 août 2024 à 4h30 du matin, David ? Ouf, c'est un petit peu lointain. Ça remonte à quelques mois de cela. Bien, c'est le moment exactement qu'avait choisi Israël pour frapper préventivement plusieurs centaines, voire milliers de roquettes et de drones qui devaient s'abattre sur Israël à cette époque-là. C'était une opération préventive. Et à l'époque, eh bien, Hassan Nasrallah, qui était encore en vie, avait compris le niveau de pénétration et d'infiltration des renseignements militaires israéliens. L'unité 8200 dont faisait partie Hanan Geffen connaît bien ce système-là, où les missiles avaient été prévus d'être tirés à 5h du matin. Tsahal avait frappé à 4h30 du matin. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est l'une des options qui est actuellement à l'étude au commandement Nord, de frapper le Hezbollah au-delà du Litani, dans plusieurs secteurs,
pour faire mal avant qu'il ne soit trop tard. Une manœuvre préventive qui a été effectivement impressionnante, Mathias. Hanan Geffen, au fait, dans quel état se trouve aujourd'hui le Hezbollah? Est-ce que vous pensez qu'il est quand même en mesure de faire face à Israël, de mener une guerre, comme ça a été le cas par le passé? La situation d'Hezbollah n'est pas bonne aujourd'hui, ni sur le plan moral, et aussi il y a cette crainte de ses capacités des services de renseignement israéliens. Mathias en a parlé, et cela existe encore aujourd'hui. Donc il va hésiter à agir, mais il s'équipe. On entend parler de livraison d'armes en provenance de l'Iran. Alors encore une fois, de quoi est-il capable aujourd'hui? Alors, ça n'est pas une menace très importante pour Israël, malgré le nombre de missiles. Alors, le Hezbollah peut tirer des missiles vers Israël. La question, c'est que se passera-t-il après s'il le fait? Ça, c'est la première question. Mais s'il est possible que ce soit Israël qui prenne l'initiative, à un moment ou à un autre, les Américains pourront dire à Israël, nous n'avons plus le contrôle de la situation au Liban, eh bien, agissez pour relancer le processus diplomatique. Je dirais que c'est une période très intéressante, on peut dire, au Liban, parce que on ne voit pas comment les choses pourraient prendre une direction positive. Période intéressante, jusqu'à ce que les autorités libanaises comprennent peut-être que c'est le Liban lui-même qui est le grand perdant peut-être de la présence du Hezbollah. Merci beaucoup à vous, Hanan Geffen. On remercie Mathias Inbar également pour ses analyses. Allez, l'actualité, c'est aussi une affaire sordide qui secoue l'appareil militaire et politique israélien, le dossier de la base de Sde Teman, et qui mérite quelques questions. Alors, le scandale de Sde Teman, affaire à la fois juridique et politique en Israël, affaire complexe. Elle a démarré durant l'été 2024, souvenez-vous, avec la publication d'un film présentant des abus présumés de soldats réservistes sur un détenu palestinien. Un terroriste, le film en question aurait fait l'objet d'un montage dans le but de nuire à certains soldats. Elle aurait été publiée avec l'autorisation, et c'est important, de la procureure militaire Yifat Tomer Yerushalmi. Cette dernière a depuis démissionné. Et ce soir, il était question d'une tentative de suicide de sa part. Finalement, elle a été fort heureusement retrouvée, mais tout cela nécessite un éclairage. Bonsoir Daniel Haïk, notre analyse. Daniel, d'abord, question simple, de quoi parle-t-on? Petit résumé peut-être de ce qui ressemble à quand même un scandale d'État. Oui, c'est un véritable scandale d'État pourquoi? Parce que, il y a deux éléments d'infraction de la part de celle qui est la procureure générale militaire. Le premier élément, c'est le fait d'avoir fait fuiter une vidéo, cette fameuse vidéo qui a coûté un tort certain à l'État d'Israël, à l'image de l'État d'Israël, à l'image de l'armée israélienne en cette période de guerre. Depuis plus d'un an, cette vidéo a été visionnée à plus de 100 millions de vues à travers le monde. Et donc, quelque part, ça, c'était le premier. Mais on va dire que c'est une sorte de hors-d'œuvre. Ce qui est gravissime, on va dire, dans l'attitude de la procureure, c'est qu'elle a menti. Elle a menti en particulier à la Cour suprême. La Cour suprême voulait savoir qui était responsable de la fuite. Les services de la procureure ont dit nous sommes en train d'enquêter pour essayer de déterminer qui est responsable de cette fuite, alors que ces services-là savaient pertinemment que c'était eux-mêmes qui étaient responsables de la fuite, que c'était la procureure elle-même qui avait fait fuiter cette vidéo. Donc elle a menti à la Cour suprême, et ça, c'est impardonnable d'une certaine manière. Ça la place du côté d'une infraction pénale et de poursuite judiciaire. Et au troisième point, c'est que cette affaire, se rajoute dans le contexte de tensions internes au sein de la société israélienne, en particulier autour de la fameuse réforme judiciaire. Elle risque de servir de prétexte à la droite israélienne, à Yariv Levin, le ministre de la Justice, pour relancer sa réforme et dire, je vous l'avais bien dit, la justice israélienne est pourrie de l'intérieur, il faut absolument une réforme. Alors effectivement, ça nourrit le narratif de la droite, mais ce qui est intéressant, c'est que cette affaire a été en sourdine pendant quasiment un an. Pourquoi est-ce qu'elle a ressurgi justement précisément ces jours-ci? Parce que elle a ressurgi de manière tout à fait anodine, parce que une des porte-paroles de l'entourage de la procureure a révélé, on va dire, que c'était bel et bien dans ce bureau que on avait décidé de faire fuiter la vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été récupéré à un moment, parce qu'il y a une démarche qui est faite dans certains contextes, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça a été déposé devant la table du nouveau directeur général du Shin Bet israélien, le général David Zini, et que celui-ci
a remis les conclusions de ces révélations à qui de droit dans l'armée israélienne, tout simplement au chef d'état-major de l'armée israélienne, et le chef d'état-major de l'armée israélienne découvre que eh bien, c'est la procureure générale militaire qui a révélé cette affaire et qui a menti. Donc. Et là, tout cela, bien entendu, provoque un véritable tremblement de terre. Il faut savoir que le parquet général, le parquet militaire, eh bien, c'est un des symboles de l'état de droit, et cet état de droit, aujourd'hui, eh bien, il se trouve remis en cause. Alors justement, vous parlez, Daniel, de l'arrivée, c'est important, à la tête du Shabak de David Zini. On connaît toutes les controverses qui ont entouré cette nomination. On peut parler, au-delà même de cette affaire, d'un virage déterminant pour Israël. Oui, il n'est pas certain, par exemple, que le prédécesseur de David Zini, Ronen Bar, eh bien, aurait agi de la même manière en mettant, d'une certaine manière, en insistant auprès du chef d'état-major sur bien cet élément troublant. Il y a, on va dire, certains parlent de proximité. Il y a de la proximité entre Galit Bahram Miara, la conseillère juridique du gouvernement, et la procureure militaire générale qui a démissionné. Tout cela eh bien, donne le sentiment qu'il y avait une sorte de club d'élite au sein du monde de la justice et que quelque part aujourd'hui, à travers cette affaire, eh bien, on voit que eh bien, tout n'est pas rose dans ce secteur et qu'il faut peut-être effectivement envisager de réformer certains des systèmes qui sont censés représenter l'état de droit en Israël. L'heure du grand ménage peut-être. Merci beaucoup Daniel Haïk pour cet éclairage. On va se tourner également vers un expert de ces questions sensibles, le colonel retraité Amit Assa. Merci d'être avec nous, ancien membre du Shabak. Justement, eh bien, on parle d'un scandale qui nuit gravement, on le disait, à l'image de l'État et puis au sérieux de certains responsables. Est-ce qu'il y aurait une politisation de certains postes qui sont censés rester neutres? C'est l'une des grandes questions de fond de cette affaire. Je pense que ce qui a été décrit lorsqu'on parle de fuite et ce qui a été dévoilé, c'est une fuite qui a été dissimulée par les mensonges de la chef du parquet militaire. Ça n'est pas là la chose la plus importante. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a quelque part quelqu'un qui a décidé de monter cette vidéo, de faire en fait une fausse vidéo qui a été publiée et dans les médias internationaux pour nuire à l'image d'Israël et de l'armée. Donc en fait, il y a eu des choses qui ont été cette dissimulation qui doit faire l'objet d'une enquête. C'est là qu'il y a un complot. C'est là la question sur laquelle doit se porter l'enquête et il faut savoir qui a pris la décision. Je vous rappellerai qu'on parle de l'époque où les soldats ont été arrêtés et on les a accusés de tous les maux et c'était, comme l'a décrit le Premier ministre, un attentat médiatique. Nous étions en guerre dans la bande de Gaza, l'armée était censée entrer à Rafah, l'administration Biden s'y opposait et le Premier ministre voulait lancer cette opération. Et on a vu ce film apparaître juste à cette époque. Donc on peut suspecter que tout cela a été fait pour qu'il y ait une pression exercée sur Israël. Et maintenant, il faut réfléchir à qui, au sein du système politique israélien, a tiré les fils de toute cette affaire et a utilisé le parquet militaire, une institution essentielle de l'État d'Israël. Il faut aussi rappeler que la chef de la procuration militaire, du parquet militaire, est sous l'autorité de la conseillère juridique du gouvernement qui a mené les enquêtes contre le Premier ministre. Donc là, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ça n'est pas forcément l'enquête sur la fuite qui est importante, mais c'est surtout qui a causé ce dommage à l'image d'Israël. On comprend les proportions incroyables que ce dossier pourrait prendre. Est-ce que vous confirmez, comme l'a dit Daniel Haïk à l'instant, que sans l'arrivée de David Zini à la tête du Shabak, eh bien cette affaire serait peut-être restée étouffée? Je pense que ça n'est pas qu'on aurait laissé de côté cette affaire, mais Ronen Bar a été ceux qui ont mené la ligne
qui s'opposait au Premier ministre. Il a demandé à démissionner, mais il voulait choisir le moment de partir et a refusé d'être limogé. C'est lui qui menait cette direction et il avait des liens avec la conseillère juridique du gouvernement. Donc toute cette bande, semble-t-il, a fait toutes sortes de manœuvres contre le gouvernement. Et je crains que si ces informations étaient parvenues à Ronenbach, peut-être qu'on l'aurait fait taire. Je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas par quels moyens, mais il est tout à fait possible que ce scandale n'aurait pas explosé si Ronenbach était encore en poste. À suivre, en tout cas, beaucoup de leçons sans doute à tirer de cette affaire. Merci beaucoup à vous, colonel Amit Assad, d'avoir été avec nous ce soir en direct. Et on poursuit avec cette fois l'info en bref, dominée évidemment par l'actualité sécuritaire aujourd'hui. La police israélienne a annoncé avoir arrêté ce matin un habitant de Ramla, dans le centre du pays. Il est soupçonné d'avoir menacé de commettre un attentat imminent. L'homme âgé d'une vingtaine d'années avait publié en ligne des messages incitant à la violence et évoquant un projet d'attaque. Le chien du suspect, qui se montrait menaçant, a été abattu par la police lors de l'interpellation. Cette nouvelle affaire d'espionnage pour le compte de l'Iran, la police israélienne et le Shabak ont révélé ce dimanche l'arrestation d'un habitant de Tibériade, dans le nord du pays, soupçonné d'avoir travaillé pour le compte de services secrets iraniens. L'homme aurait mené plusieurs missions d'espionnage rémunérées depuis la fin 2024. Youssef Ein Eli, c'est son nom, 23 ans, a été interpellé en septembre dernier et les enquêteurs l'accusent d'avoir entretenu des contacts réguliers avec des agents iraniens et d'avoir exécuté diverses missions de renseignement contre rémunération. Employé dans un hôtel de la Mer Morte, le suspect aurait exploité sa position pour collecter et transmettre des informations sensibles. Et puis le président iranien Massoud Pezeshkian a assuré lors d'une visite au siège de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique que la destruction récente des installations nucléaires de son pays n'entravera pas, je cite, notre progrès, nous les reconstruirons, dit-il, plus robustes. Il a réitéré que le programme nucléaire iranien visait uniquement des objectifs civils, notamment résoudre des problèmes de santé, et il a condamné l'idée d'un usage de la bombe atomique. Ces propos surviennent après les frappes israélo-américaines contre les sites nucléaires de Téhéran en juin dernier, et en parallèle, le chef de la diplomatie iranienne a exclu, lui, tout dialogue direct avec les États-Unis sur ce dossier. À ne pas manquer ce soir, juste après la grande édition, ne manquez pas l'émission Regard croisé avec Myri Maman. Bonsoir Myri, c'est le rendez-vous hebdomadaire incontournable de l'analyse des grands dossiers du moment et bien plus encore. Oui, effectivement, c'est un magazine, David, sur l'actualité internationale de la semaine écoulée. Vous savez, on parle beaucoup d'Israël, du Proche-Orient, des tenants et des aboutissants de ce qui se passe ici en Israël. Eh bien, on va faire un pas en arrière ou un pas en avant. On va parler de l'actualité internationale parce qu'Israël fait partie du monde et que, effectivement, tout ce qui se passe à l'étranger, en dehors des frontières d'Israël, ont des conséquences aussi sur ce petit État qu'est Israël. Ce soir, par exemple, on va parler des frappes américaines contre des navires de narcotrafiquants au Venezuela, en rappelant justement que le Hezbollah se nourrit de ce narcotrafic au Venezuela, que le Hezbollah a pignon sur rue dans le Venezuela de Maduro, et que donc ces frappes américaines contre le Venezuela arrangent aussi les affaires israéliennes et la lutte contre le terrorisme. Et puis un autre dossier, c'est le Soudan. On n'en parle pas, mais des massacres sont perpétrés en ce moment. Certains parlent même de génocide, de nettoyage ethnique. Pourquoi en Israël, la guerre à Gaza a provoqué et a entraîné dans les rues des dizaines de milliers de personnes et pas le Soudan? Eh bien, nous, on va faire un focus sur ce qu'il se passe au Soudan. Et puis dans le grand angle, comme chaque semaine, il y aura une immersion dans un pan de la société israélienne. On va se rendre dans un hôpital israélien pour voir que juifs et arabes travaillent ensemble, main dans la main, pour soigner juifs et arabes. Là aussi, on va en fait éclater les préjugés sur l'apartheid en Israël. Bien voilà, important de parler de ces dossiers si sensibles ces temps-ci. Merci, grâce à vous. On va donc croiser nos regards avec vous ce soir, Myri Maman. Rendez-vous 20h, heure de Paris. Et comme promis, on y vient, le dossier de la semaine. C'est parti. Alors l'idée, un focus chaque semaine sur l'un des grands acteurs ou l'une des grandes problématiques à l'œuvre au Moyen-Orient. Cette semaine, nous allons tenter de mieux comprendre comment et pourquoi l'émirat du Qatar est devenu omniprésent en termes d'influence dans la région. Son portefeuille, hérité de ses ressources en gaz, lui permet de dicter un agenda aux accents islamistes. Exemple à Gaza, où il se tient de longues années aux côtés du Hamas. Gros plan sur la genèse des liens entre Doha et le mouvement terroriste palestinien, un sujet réalisé par Chani Guidalia.
Au cœur de la guerre entre Israël et le Hamas, un acteur s'est imposé comme la pièce maîtresse au niveau diplomatique, le Qatar. Longtemps perçu comme un petit État du Golfe, Doha est aujourd'hui incontournable. Intermédiaire privilégié entre Israël, les États-Unis et le Hamas, et médiateur de toutes les trêves, la question est simple. Comment a-t-il réussi à devenir l'un des acteurs majeurs des négociations ? Tout commence bien avant la guerre actuelle. En 2012, la direction politique du Hamas quitte la Syrie sur fond de guerre civile et décide de s'installer à Doha. Cette décision place alors le Qatar au cœur du dossier palestinien et lui offre un accès direct aux dirigeants de l'organisation. Doha va alors financer massivement la bande de Gaza. Entre 2012 et 2021, près de 1,5 milliard de dollars sont alloués. Depuis 2022, l'aide tourne autour de 360 millions de dollars par an. Un soutien qui comprenait officiellement la fourniture de nourriture, médicaments et électricité, ainsi que le financement des services dits civils. Le Qatar a également assuré les salaires des fonctionnaires et aidé les familles palestiniennes. Depuis le début de la guerre, le Qatar se veut multicasquette et assure tous les postes. Interlocuteur du Hamas, allié stratégique de Washington et partenaire discret d'Israël, Doha reçoit régulièrement des responsables israéliens, dont le chef du Mossad, tout en hébergeant la direction du Hamas. Et cette stratégie lui permet depuis 2023 de mener toutes les grandes négociations. Tout d'abord en novembre 2023, puis en janvier 2025, et enfin cet été, avant la mise en place du plan de Donald Trump. Mais dans le même temps, le Qatar a été largement critiqué pour sa proximité avec le Hamas, et plus largement avec la mouvance islamiste des Frères musulmans. Il chercherait surtout à occuper une place centrale sur la scène géopolitique et userait de tromperies stratégiques pour obtenir les faveurs des Occidentaux. En façade, Doha s'est donc acheté un statut d'allié occidental, mais en coulisses, il entretient politiquement et financièrement le Hamas. Et tant qu'il n'existe pas d'alternative crédible pour parler au Hamas, Doha restera le médiateur dont personne ne peut se passer. Et voilà un sujet qui est signé par Chani Guidalia, qu'on accueille. Bonsoir Chani. Bonsoir. Chani, le Qatar écouté, qu'on le veuille ou non, par l'ensemble des partis aujourd'hui. Doha ne parle pas de paix à Gaza en ce moment, mais avertit sur le risque d'une espèce d'entre-deux. Expliquez-nous. Oui, c'est un entre-deux qui est donc ni guerre ni paix si la communauté internationale ne parvient pas à mettre en place une force de sécurité internationale. Donc Majed Al-Ansari, qui est le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, prévient que si rien ne change, Gaza pourrait glisser vers ce qu'il appelle une impasse durable. Et pour lui, les conditions d'une stabilité réelle ne sont pas réunies. Pourquoi ? Parce que selon le Qatar, Israël maintient une présence militaire sur le terrain, mais sans horizon défini, et parce que le Hamas, même s'il est affaibli, eh bien, il n'a pas disparu. Et Majed Al-Ansari a affirmé que plusieurs pays, aussi bien régionaux qu'internationaux, ont manifesté leur accord de principe pour participer à la mission de mettre en place, de mandater une administration et une force internationale à Gaza pour stabiliser la situation. Donc ce ne serait pas une force symbolique, mais ce serait plutôt une force qui serait capable, premièrement, de gérer le terrain, de garantir l'après-guerre et d'éviter une reprise des combats. Et dans le même temps, on apprend aussi que le Premier ministre qatari s'est entretenu ces derniers jours avec Marco Rubio, donc le secrétaire d'État américain, au sujet de la nécessité d'assurer la mise en œuvre complète de l'accord de cessez-le-feu. Donc on voit une fois encore que le Qatar veut s'imposer comme un allié occidental et surtout comme la pièce maîtresse au niveau diplomatique. Ouais, difficile à contourner cet émirat. On y va y revenir d'ailleurs tout au long de cette semaine avec le dossier de la semaine. Merci beaucoup Chani Guidalia. On va aller plus loin en attendant avec une experte de la région, docteur en sciences politiques et ancienne députée travailliste pour le parti Avoda. Bonsoir et merci à vous, docteur Einat Wilf. Alors d'abord, on aimerait comprendre pourquoi Gaza et le Hamas c'est tellement important pour un petit émirat comme le Qatar, qui est quand même situé à 1800 km de là. Tout d'abord, il faut bien comprendre que c'est la même chose, c'est-à-dire que lorsqu'on parle du Hamas et du Qatar comme de deux choses distinctes, c'est une erreur. Le Qatar, c'est une branche des frères musulmans, Al Jazeera, c'est sa branche de propagande, en fait, ils partagent une même idéologie, une même vision avec le Hamas. Il faut ajouter qu'une grande
grande partie des choses importantes qui se déroulent dans le monde se déroulent aujourd'hui dans la bande de Gaza. Et il suffit de regarder la géographie. Le Qatar, ça n'est pas un véritable pays, c'est un puits de pétrole, un champ de gaz qui est dirigé par une sorte de mafia, une famille criminelle. Et une des manières de se protéger, puisqu'ils sont dans une situation très sensible, en un instant, l'Arabie Saoudite ou l'Iran pourraient les envahir et détruire leur pays. Donc pour se protéger, ils donnent des pots de vin à tout le monde, que ce soit directement ou en achetant des clubs de football, des instituts de recherche, des politiques. Et donc, le Qatar essaye par toutes sortes de moyens de prendre la place d'Israël auprès des États-Unis, ils l'ont dit d'ailleurs, et d'être l'acteur qui parvient à manœuvrer entre tous ces acteurs négatifs et l'Occident. Donc c'est ça, il y a la vitrine, c'est vrai, des intérêts financiers en Europe et ailleurs, le PSG, etc. Mais vous dites que quelque part, on perd trop souvent de vue qu'il y a un agenda, une idéologie, un agenda islamiste. C'est quoi? C'est de faire quelque part régner la charia dans la région? Ce serait ça l'objectif final des Qataris? Alors, ils partagent cette vision, effectivement. Mais il faut bien comprendre quelle sorte de pays est le Qatar. Ça n'est pas seulement une mafia qui a du pétrole et du gaz. C'est un pays où règne l'esclavage. Il y a une toute petite minorité qui contrôle des millions d'esclaves. Nulle part ailleurs on ne citerait la chaîne de propagande d'un tel régime, nulle part ailleurs dans le monde. Or, Al Jazeera sert au monde pour dissimuler, et on ne cite Al Jazeera et on dissimule ainsi l'antisémitisme. Et c'est ainsi que le Qatar utilise son argent pour mettre en œuvre un agenda, un ordre du jour islamiste, et tout cela avec de belles paroles en disant qu'il se soucie de la bande de Gaza, des droits des Palestiniens. Mais entre-temps, ils introduisent des idées très dangereuses en Occident. Ouais, effectivement, avec le sommeil apparemment d'une partie de l'Occident, en tout cas ennemi par procuration, je comprends bien, d'Israël ce soir. Merci beaucoup à vous, Dr Einat Wilf, pour cet éclairage ce soir en direct. Et on va franchir à présent les délimitations du Moyen-Orient, direction la France. Alors en fait, on va rester évidemment en lien avec ce qui se passe au Proche-Orient, l'exportation du conflit en France. Malgré le cessez-le-feu à Gaza, la venue d'artistes israéliens dans l'Hexagone continue de faire débat. La CGT Spectacle demande ainsi que la Philharmonie de Paris avertisse le public à l'occasion d'un concert de l'Orchestre Philharmonique d'Israël qui est prévu le 6 novembre. Vous avez bien entendu. Bonsoir Anna Papiashvili, à Paris dans nos studios. Alors Anna, avertir de quoi? Eh bien je cite, avertir des crimes israéliens. Absolument, David. Cette venue, elle a suscité une levée de bouclier de la part de la CGT à Spectacle, pour qui ce concert de la Philharmonique d'Israël peut être compris comme une entreprise de normalisation de la part de l'État d'Israël. Voilà ce qu'on peut lire dans ce communiqué. Le syndicat estime que le choix de la programmation de Lahav Shani, le directeur musical de la Philharmonique d'Israël, peut avoir des implications politiques et diplomatiques importantes, et qu'il est aussi important de rappeler au public les accusations gravissimes qui pèsent contre les dirigeants de ce pays et la teneur des crimes commis à Gaza. Et le syndicat CGT Spectacle estime également que cette programmation est rendue bien difficile par l'existence aussi de mandats d'arrêt internationaux et les accusations, je cite, de génocide qui visent le gouvernement israélien. Alors pour expliquer ce communiqué, leur désaccord, la CGT Spectacle rappelle que cet orchestre israélien est financé par une petite partie par le ministère israélien de la Culture, donc par le gouvernement israélien. Il faut rappeler que le statut de la Philharmonique d'Israël, eh bien, c'est celui d'une coopérative indépendante, c'est-à-dire que les musiciens de l'orchestre sont les propriétaires et les gérants, et que la plus grande partie des revenus sont générés par la vente des places de concert et non par le ministère de la Culture. En tout cas, cette polémique, c'est pas la première fois pour Lahav Shani. Mi-septembre déjà, le festival de Gand en Belgique
Belgique avait décidé d'annuler sa participation dans ce festival de musique, une décision qui avait suscité de nombreuses réactions, l'indignation du ministre de la Culture en Allemagne qui avait dénoncé un boycott de nature antisémite, et le Premier ministre belge, lui, avait regretté un geste qui ternit la réputation du pays. Du côté de la Philharmonie de Paris, eh bien, on explique qu'en tant qu'établissement public, l'institution n'a pas à prendre de position dans ce genre de débat. En tout cas, le concert du 6 novembre prochain est complet. Voilà, on espère que la paix et la musique triompheront. Un rendez-vous donc jeudi dans 4 jours pour ce concert et le déplacement de ces artistes israéliens à Paris. Merci beaucoup Anna Papiashvili. Et on va faire cap sur les États-Unis. Est-ce vraiment une surprise? L'ancien président Barack Obama a apporté une forme de soutien, alors pas tout à fait officielle, mais pas tout à fait discrète non plus, au candidat si controversé à la mairie de New York. J'ai nommé Zoran Mamdani. Bonsoir Christopher Barolin. Alors le vote approche à grands pas et on connaît les positions très hostiles à Israël de Mamdani. Oui, et c'est un appel, peut-être que c'est la raison, mais en tout cas c'est un appel sur lequel l'ex-président et son équipe sont restés assez discrets. Un entretien téléphonique donc entre Barack Obama, 44e président des États-Unis, et Zoran Mamdani, futur maire de New York, on peut le dire. Dans cette conversation, Barack Obama aurait félicité Mamdani pour sa campagne dite impressionnante, selon les mots du président. Mamdani l'aurait remercié en lui affirmant qu'il s'était inspiré d'un discours qu'il avait prononcé lors de sa première campagne contre le racisme, discours que Mamdani s'est inspiré pour prononcer un discours contre l'islamophobie cette fois-ci. Et c'est à peu près tout ce que l'on sait de cet appel téléphonique qui aurait tout de même duré une demi-heure, mais on n'en sait pas plus. Pour certains spécialistes des États-Unis, c'est un adoubement, mais pas forcément un soutien au plus haut. Le spécialiste des États-Unis, Corentin Célin, s'est exprimé chez nos confrères de Huffington Post et il déclare « L'ex-président Obama n'apporte pas un soutien formel à Zoran Mamdani, mais un appel téléphonique et chaleureux et élogieux à 3 jours du scrutin constitue un adoubement. Il faut dire que le cas de Mamdani met mal à l'aise les démocrates aux États-Unis. Il fait partie des socialistes démocrates d'Amérique, une frange considérée comme radicale et marginale. Le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, a toujours refusé de soutenir Mamdani, même si le candidat officiel des démocrates à la mairie de New York. Mamdani n'a reçu les soutiens que de la frange la plus à gauche des démocrates, Ocasio-Cortez ou Bernie Sanders. Voilà, en tout cas, un coup de pouce important dans cette grande famille démocrates qui vient décidément de plus en plus à gauche. Merci beaucoup, Christopher Barolin. On parle également économie ce soir. Rapprochement constant entre l'Inde et Israël. En l'espace de quelques mois, New Delhi a conclu des contrats pour acheter du matériel de défense made in Israël pour plusieurs milliards de dollars, des roquettes, des missiles, des fusils d'assaut et d'autres équipements de ravitaillement. Alors, lune de miel ou pas entre Jérusalem et New Delhi. On va en parler ce soir avec Doron Avital. Bonsoir et merci à vous, ancien commandant d'unité spéciale de Tsahal, ancien député Kadima à la Knesset. Vous connaissez parfaitement ce dossier. D'abord, constat, c'est que les récentes guerres, quelque part, eh bien, elles ont servi à ça aussi. Elles ont fait office de vitrine, quelque part, du savoir-faire israélien en matière de technologie de défense. Et ce sont des pays, des puissances montantes comme l'Inde qui entendent en profiter. Et même dans les affrontements entre l'Inde et le Pakistan, on a utilisé du matériel des 3 grandes entreprises de défense israéliennes, l'industrie aéronautique, Rafael et les industries militaires qui ont aussi des succursales. Il faut voir aussi la carte géopolitique. On a ce deuxième étage des accords d'Abraham auquel appartient l'Inde et je suppose qu'on va voir aussi beaucoup de visites de responsables indiens en Israël. D'ailleurs, justement, les liens entre Israël et l'Inde, ils sont assez complexes parce qu'on voit que l'Inde ne soutient quasiment jamais Israël à l'ONU, mais en revanche, il y a beaucoup de relations même personnelles entre les dirigeants des 2 pays et puis d'échanges commerciaux de plus en plus. Il y a des relations commerciales, effectivement. Il y a aussi ces rapports chaleureux entre dirigeants. Il y a des intérêts qui sont aussi communs. Et il y a aussi, si on revient un peu en arrière, ce sont 2 pays qui se sont libérés du mandat britannique, du joug britannique pendant les mêmes années. Et c'est aussi l'anglais est une langue importante en Inde.
Et bien sûr, si on parle des relations avec l'Inde et la Chine, nous avons des relations plus naturelles avec l'Inde. Il y a aussi les rapports avec les États-Unis. Il y avait les droits de douane imposés par Trump qui ont été annulés, et les Américains, les Occidentaux comprennent bien l'importance de l'ancrage en Inde et cet axe commercial qui peut être créé à travers l'Arabie Saoudite et, je l'espère, Israël vers l'Europe. En 10 secondes, les États-Unis, pas de risque qu'ils voient d'un mauvais œil ce rapprochement entre les deux pays, et surtout Israël en position de force sur le marché de l'armement aujourd'hui? Non, non, au contraire, au contraire. C'est ça qui est très intéressant. Il y a une tension avec quand il y a eu un rapprochement avec les technologies chinoises. Mais maintenant, on a presque cette grande muraille de Chine qui empêche la participation avec la Chine. Mais donc, il y a un intérêt qui est commun à Israël, et aux États-Unis, à l'Inde et à l'Occident. Et donc, ce corridor dont on parlait avant même le 7 octobre, c'est quelque chose dont on parle encore plus aujourd'hui. Et les États-Unis veulent résoudre la crise dans la bande de Gaza pour reconstruire ce corridor entre l'Inde et l'Europe avec la participation des États-Unis par Israël. À suivre. Merci beaucoup à vous, Doron Avital, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Un reportage pour finir. On suit avec émotion les premiers pas du retour à la vraie vie pour les 20 otages israéliens récemment libérés. Lishaï Miran Lavi, l'épouse d'Omri Miran, l'un d'entre eux, se confie à la fois sur ces moments uniques et les difficultés inhérentes au retour de son mari après 2 ans de captivité. Reportage Jonathan Ravé avec Eric Fendler. לישי מירן לוי, שלום. שלום. עכשיו, אחרי שקיבלתם את עמרי בחזרה והוא חזר הביתה, אפשר כבר לשאול מה שלומך? אפשר, והתשובה אבל עדיין נורא דומה. אין לי מושג. אתה יודע, בבית חולים אמרו לעמרי באיכילוב, אמרו לו שצריך להפשיר את הזהות שלו. כאילו, אתה יודע, הכי בירוקרטי שיש. קוראים לזה הפשרת זהות, מסתבר. להחזיר את התעודת זהות ואת הדרכון ואת הרישיון נהיגה ואת הבנק. פרוצדורלי. מאוד מאוד פרוצדורלי. וחשבתי על זה לפני כמה ימים שזה כאילו הכי זה. אני כאילו שנייה צריכה להפשיר באופן נפשי את הזהות. גם להיזכר במי הייתה לישי לפני. בהבנה מאוד ברורה שזה לא אותו בן אדם. וגם להבין מי אני ומה אני עכשיו ומה אני עושה. ועדיין להישאר בתוך הדבר הזה שהיום אני אומנם לא אישה של חטוף, אני אישה של מנצח שבי, ואימא של רוני ואלמה, שאבא שלהם נחטף, אבל הוא כבר חזר, ואני עדיין בתוך זה, ואני ממש מקווה שבקרוב אני אצליח להוסיף את לישי בתוך זה, גם לא רק כשל, אלא כמי שאני באמת. Il y a 2 semaines, Omri Miran est rentré à la maison. Il a retrouvé Lishaï, Roni et Elma, ses 2 filles. היום יום שלנו בעיקר מורכב משיקום וטיפול, גם פיזי וגם נפשי, וגם בניסיון להרבב בתוך הדבר הזה של הטיפול והשיקום והחזרה, גם איזושהי שגרה, כי יש כאן גם 2 ילדות. ואיך הוא בתוך הסיטואציה? איך זה ללמוד מחדש להיות אבא? אני זוכרת שראיתי אותו יורד מהג'יפ, ואמרתי, אוקיי, זהו, עמרי חזר, הוא באמת חזר. הוא עבר הרבה מאוד דברים, ואנחנו עוד נגלה הרבה מאוד דברים. האינטואיציה הבאית שלו הייתה באמת תוך שנייה. מי זה? זה אבא. ובאופן מפתיע, אלמה דווקא הייתה מאוד ישר, איך שעמרי נכנס בחדר באיכילוב, היא ישר חיבקה אותו. כאילו זה היה מאוד טבעי עבורה, כאילו, והיא אמרה, אבא יצא מהתמונה. כאילו פתאום יש דבר כזה שנקרא אבא בבית, ועם רוני זה קצת אחרת, כי רוני זוכרת, ורוני חוותה, ורוני אבל גם זוכרת את הכל, ורוני גם בודקת. את מתרגשת. היא בודקת גבולות. והיא בודקת את אתה יודע, זה שוב יחסי אמון מחודשים כאלה, שצריך לבנות מחדש. והיא מדהימה. הם 3 מדהימים, כי אני לפעמים מסתכלת מהצד ואני אומרת לעצמי, איזה מזל יש לי. Pour l'instant, Lishaï ne raconte pas tout ce qu'Omri a traversé. Elle pense que c'est à lui de le faire. Elle évoque très peu sa détention. אני יכולה להגיד שהיו תקופות שהיו מאוד מאוד לא פשוטות, גם מבחינת האוכל. והיו תקופות שהן היו יותר סבירות ויותר סבילות.
היו תקופות שעומרי היה לבד לגמרי. עומרי לא איבד את האמונה לרגע אחד. הוא ידע שהוא יצא, הוא לא ידע מתי, אבל הוא ידע שזה יקרה. ובאמת הדברים שהוא חווה שם, כהוא, באמת הכי נכון שהוא יספר אותם. Omri a été enlevé du kibbutz Nahal Oz le même jour où 16 membres ont été sauvagement assassinés et 7 autres enlevés à Gaza. Depuis, les mots communauté et maison ont pris un sens bien plus complexe. פתאום לסגור פערים של שנתיים, של מה עבר עליך שם, שיחות כאלה של אני רוצה שהוא ידבר ויספר לי, והוא רוצה להפך לגמרי שאני אספר לו. על תומר אליעזר רבה הוא אחד הדברים הראשונים שהוא שאל אותי מה קרה איתו. אז ממש כשהוא חזר, ממש ביום שני, אז הוא כבר ידע שתומר לא איתנו. על צחי עידן הוא ידע בשבי, אמרו לו שהוא נהרג, נרצח. וכמה ימים אחרי שכבר חזרנו, כשיצאנו מהבית חולים, אז ישבנו על רשימת נחל עוז, וכל אחד והסיפור שלו, וגם לאט לאט זה גם מתרחב לעוד אנשים שהוא הכיר ומכיר. מה ההבדל בין לישי לפני שנתיים ללישי של עכשיו? אני כן אגיד שמי בן אדם שהוא החלום הכי גדול שלו היה להקים בית ומשפחה בתוך קיבוץ. החלום שלי עדיין זה להיות בשקט בתוך קיבוץ, והלוואי ואנחנו נוכל לחזור לאנונימיות, ואני מחכה לרגע הזה שנגיע לפרטי שלנו. באותו קיבוץ? אני לא יודעת. זאת שאלה שאני עדיין עליה תשובה. להגיד היום שבקלות אני מוותרת על האזור שלנו, זה הבית שלי. אני נולדתי שם, אני נולדתי בסדרות, כל החיים שלי היה באזור הזה. דילגתי בין קיבוצים זה הבית, עדיין הבית. זה בית עם פצע מאוד מאוד גדול, שעומרי ואני נצטרך להחליט אם אנחנו מתמודדים עם הפצע הזה שם, או מתמודדים עם הפצע הזה יותר רחוק, ושום החלטה לא תהיה פשוטה. אבל אני סוף סוף יכולה להחליט יחד איתו. אני יכולה לראות סגול לאמא. La courage inouï et la force de reconstruire, émouvant évidemment ce reportage. Voilà, c'est la fin de cette grande édition. Premier exemplaire, tout de suite regard croisé en compagnie de Mérima Malcolm. Promis, très bonne soirée sur X24.